Produit par Binge Audio. Il y en a un qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelait Michel Ardouin, dit le porte-avions, avec qui j'ai fait un livre qui s'appelait Une vie de voyou, il y a une quinzaine d'années. Michel Ardouin, le porte-avions, on dit portave. Alors ce qui l'a rendu célèbre, ce garçon, c'est qu'il avait été associé de Jacques Mérine, comme on dit, de Mesrine pour les non-initiés, l'ennemi public numéro 1 des années 70, de la deuxième partie des années 70, et ça avait été un de ses associés. Il l'avait notamment fait évader du tribunal de Compiègne, donc Michel était allé le chercher, il cachait des flingues dans les toilettes du tribunal, etc. Bon voilà, ça l'avait rendu assez médiatique, y compris dans le milieu, c'est-à-dire auprès des voyous, etc. Et c'est d'ailleurs Mérine qui lui avait donné ce surnom de porte-avions. Un jour, il montait sur une banque à Stalingrad, à Paris, au métro Stalingrad, là, dans le 19e. Il y avait Mérine, il y avait Portave et un troisième Lascar. Ils étaient en train de s'équiper dans l'appartement qui leur servait de planque. Donc, ils mettaient des gilets pare-balles, ils se mettaient des calibres partout, etc. Michel avait pour habitude de mettre deux énormes flingues, je crois que c'est des Colt 45, je sais pas quoi, enfin des trucs à l'inspecteur Harry, là, des énormes pistolets automatiques. Et il en prend, je crois que quand il s'équipe, il s'en met un premier à la ceinture, un deuxième, un troisième derrière, enfin c'est ses habitudes. Et Mérine se retourne, le regarde, et je crois que c'est la première fois qu'ils se rencontraient pour les taper. C'était le troisième mec qui les avait présentés. Et il se tourne vers le troisième mec et ils disent « Putain, ton pote, c'est un porte-avions. C'est un vrai porte-avions. » Toute l'artillerie qu'il avait. Parce qu'en plus, Michel, il faisait 1m90, 120 kg de muscles. Enfin, c'était une bête, c'était un morche, c'était un videur de boîte, quoi. Il était monstrueux. Alors lui, il avait un parcours très atypique, puisque c'était un fils de famille, grandi entre Neuilly, le 17e, etc., qui avait été en des écoles privées, catho, il jouait du piano classique. Son père avait une petite boîte de savon, un petit industriel, et sa mère, elle avait un magasin de chaussures, rue des Acacias, à côté de l'Étoile et tout. Enfin bon, voilà, rien de... Sa sœur est devenue journaliste, je dirais pas dans quel journal, mais dans un grand journal national. Et voilà, il avait même un frère, un demi-frère trader aux États-Unis. Donc c'est vraiment le mec qui avait... c'était par vice. D'ailleurs, je lui disais, mais pourquoi t'es devenu voyou ? Enfin, comment t'es devenu voyou ? Il disait, Jérôme, je suis né avec le 22e chromosome, celui du vol. Donc lui, il avait un profil totalement atypique, un type extrêmement cultivé. Et à côté de ça, un assassin notoire, puisque c'est pas lui qui le disait, mais moi, les gens me disaient, on a compté, Michel en a fait 17. Alors quand je lui disais, mais Michel, t'as tué 17 personnes. Je lui disais, t'es un assassin. Il me disait, mais non, je ne suis pas un assassin. C'était de la légitime défense préventive. C'est des mecs, ils auraient voulu me flinguer ou avec qui j'étais en conflit, donc j'ai pris les devants. Et donc finalement, je suis pas du tout un assassin, c'est juste un contentieux économique mal réglé. Alors Ardouin, il s'est fait avoir, et on s'est fait avoir tous les deux. Bon alors moi, effectivement, j'ai fait une espèce d'œuvre. Ce que j'aime, c'est de l'histoire orale, en tout cas. Voilà, c'est la petite histoire qui m'intéresse, donc ça permet de la sauvegarder, effectivement. Ardouin, on avait un copain commun. Un mec encore très bizarre, qui frayait entre le mercenariat, la barbouzerie, enfin des mecs. Et c'est toujours des mecs un peu étranges. Et Ardouin, il était au trou à cette époque-là, c'était en 2003. Il était à la prison de la Santé à Paris pour une affaire de proxénétisme international dans laquelle il était innocent, je tiens à le préciser, et de machine à sous. Et ce garçon, on se connaissait comme ça, et puis le copain qu'on avait en commun lui écrit en prison et lui dit « Écoute, Michel, il y a Jérôme Pierrat qui voudrait faire un livre avec toi. » Et moi, ce couillon me dit « Tiens, il y a Ardouin, il voudrait faire un livre avec toi. » Bon, voilà. Donc chacun a dit oui, en disant « Bon, s'il veut vraiment, ok, faisons-le. » Et puis, finalement, on l'a fait. Donc Michel, il s'est fait un peu piéger comme ça. Ça l'amusait, Michel, parce que c'était un conteur né. C'était un mec déjà qui avait l'intelligence du récit, parce qu'il était malin, intelligent, cultivé, donc il avait le recul un peu pour raconter sa vie et avoir un regard là-dessus, sur ce monde. Donc ça, c'est le premier point qui était intéressant, il n'avait pas la tête dans le guidon. Et deux, c'était un conteur né, c'est un mec qui aimait, c'est Pierre Bellemare, quoi. Le type, il aimait vous raconter des histoires en longueur de soirée. Donc, il les racontait très bien. Et puis moi, ce qui m'intéressait, c'est que c'était une figure légendaire du milieu. Il avait traversé
4-5 décennies de grand banditisme, côtoyé les grands noms de ce monde-là, etc., les grosses affaires. Et puis, il avait vu son évolution. Enfin, voilà, donc il avait quelque chose à raconter. Et puis, il avait évolué en Champions League, c'est-à-dire il était vraiment dans la première division du crime organisé français, du milieu, quoi, de la PEC, du banditisme, on appelle ça quand on veut. Donc voilà, donc c'était pour moi un témoin privilégié. Et c'est sans doute le livre qui m'a le plus marqué. J'en ai fait pas mal avec d'autres voyous aussi. Avec les voyous, je me suis pareil, c'est-à-dire je mets le magnéto et puis raconte, on va faire chronologique, raconte, crache les histoires. La difficulté, c'est forcément de faire bien raconter l'histoire et puis d'aller au fond de certaines, parce qu'évidemment, ils sont toujours OK pour faire des bouquins, mais bon, il y a une certaine limite dans le récit et dans la confession. Donc voilà, il faut essayer d'aller plus loin, même s'ils raconteront jamais tout ce qu'ils ont fait, parce que, bon, voilà, parce que le voyou, il a par nature quand même un peu du mal à se confier, même s'ils ont ce qu'on appelle le syndrome de l'agent secret. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle le syndrome de l'agent secret. Le syndrome de l'agent secret, pour moi, c'est le mec qui a une vie extraordinaire, au vrai sens du terme, entre guillemets extraordinaire, mais qui peut pas la raconter. Alors, il travaille à DGSE, il est torse nu sous un ULM au-dessus de l'Ukraine, malheureusement obligé de dire à sa femme qu'il bosse dans une crèmerie. Bah là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est des mecs qui vont vivre le calibre à la ceinture, des histoires incroyables, hallucinantes, dangereuses, voilà, et qui malheureusement peuvent pas trop s'en vanter et les raconter, ou à part dans leur petit cercle et à leur nana. Et encore, c'est pas prudent. Et donc, du coup... quand il y a la prescription, quand il y a une manière de raconter les affaires aussi, on enlève des dates, on enlève des lieux. Voilà, quand on lit les bouquins, on le sait que les dates sont pas forcément les bonnes, les lieux non plus. Mais voilà, il y a une envie de se raconter, comme je pense au bout d'un moment, pour certains, et de faire sauter le verrou. Ils l'ont tellement fermé en garde à vue, en partout, etc., qu'il y a un moment, ils vont dire oui, c'était moi là. Allez, je te le dis, c'était moi. Voilà, donc à nous de les accoucher et peut-être de faire sortir des aspects qui, eux, leur semblent... Parce qu'eux, ils voient pas forcément l'intérêt du truc, quoi. Quand on va leur parler de, je sais pas, mais raconte-moi pourquoi la République dominicaine est un hub de la cocaïne, j'en sais rien. Bon, lui, il va dire, qu'est-ce qu'il a besoin de nous savoir ça? Donc ça, c'est ce qui permet aussi d'avoir un peu d'infos journalistiques dans un récit. On ne fait pas que de l'anecdote de bistrot. C'est aussi, moi, sous couvert de ça, ce qui m'intéresse, c'est aussi raconter un pan de la société, un pan de la criminalité, voilà, même si on peut avoir l'impression que ça peut être des anecdotes quand ce sont des biographies, des autobiographies. Mais c'est pas vrai. Et autant les autres peuvent avoir des privautés, on va dire qu'il y a des trucs qu'ils n'ont pas envie de dire, bon, voilà, sur lesquels ils vont passer rapidement. Et celui-ci, ça m'a marqué, parce qu'Ardouin, il a décidé de tout raconter. Il était un peu barjot, je crois. Et donc c'est un type qui a plongé très vite, d'abord un peu blouson noir, à 14-15 ans, les bagarres de bandes, de trucs, et puis qui était rentré dans la délinquance très rapidement. Petit vol, cambriolage, et puis après braquage, beaucoup, parce que braquage c'était le sport national des voyous dans les années 70. Donc il s'y a donné beaucoup, rencontre avec Mérine, enfin voilà, après il avait fait l'héroïne au début des années 80, désolé, mais bon, c'était la mode entre guillemets. Donc lui, il dealait de l'héros, il avait tout un réseau. Je me souviens quand il a été arrêté, on avait même mis dans le livre des articles d'ailleurs, il avait été arrêté avec un arsenal hallucinant qui avait fait flipper les flics. Il avait des sarbacanes avec des fléchettes enduites de curare. Il avait récupéré du curare, il faisait lui-même un fou furieux. Donc chez lui, je me souviens, il y a la photo du journal dans François, on voit les sarbacanes, les trucs, il avait un bordel, des gilets pare-balles, des flingues de partout, un fou furieux, il adorait les armes et tout. Enfin bon, c'était, voilà, le mec était très haut en couleur, il était très méchant aussi, il pouvait être très très méchant, je l'ai vu faire vraiment des trucs, voilà, même assez des voyous, des trucs assez durs. Mais il nous avait fait marrer, on avait été sur le tournage du film Mérine, parce que les mecs, ils n'avaient pas été très prudents. Langman, à l'époque, Thomas Langman, il avait produit donc le double opus sur Mérine, réalisé par Richet, avec Cassel. Et dedans, il y a Samuel Le Bihan qui joue le porte-avions, dans le deuxième volet du film. Et les mecs avaient tout pompé dans le bouquin qu'on avait fait. Personne n'avait donné 1 euro de droit, téléphoné. Et ils font l'erreur de nous appeler, mais une fois que tout était... pour dire voilà, Samuel Le Bihan aimerait rencontrer Michel Ardouin. Alors il m'appelle moi, parce qu'il ne savait pas comment le joindre, j'appelle Ardouin. Michel, en bon voyou, qu'on n'avait rien à foutre, il me dit Samuel Le Bihan, je l'emmerde, j'ai rien à voir, etc. Enfin bon, je suis désolé pour lui. Mais... Et puis en revanche, il me dit moi, ils vont me payer. Alors les mecs, c'était assez drôle, ils l'avaient invité
Croyant lui faire plaisir, il l'invite sur le tournage. Vers Saint-Germain-en-Laye, là-bas, ils avaient reconstitué les quartiers d'haute sécurité de la santé. Donc lui, il arrive là-bas, et puis ils lui disent « Michel, est-ce que vous voulez visiter les décors et tout ?» Il dit « Écoute, j'y ai passé assez d'années en vrai, j'en ai rien à foutre de ta prison en carton. Allez où ta caravane ?» Je me souviens de l'expression. « Allez où ta caravane ? Il va falloir me faire un chèque. » Vous entendez la caravane de producteur, là. Et donc, les mecs « Ah bon, mais ouais. » Donc il était reparti, je crois. Je vais pas dire de bêtises, maintenant il est mort, hein, mais je crois qu'ils ont dû payer 50 000 € ou 80 000 €. Puis il leur avait dit, de toute façon, si vous ne voulez pas me payer, je vous envoie 200 caravanes de gitans demain, je vous bloque le tournage, etc. Enfin bon, il aurait fait tout un cinoche. Mais c'était du bluff, le mec n'aurait jamais rien fait. Et le soir, il m'avait appelé en me disant « Ah, tu vas te marrer !» Mon cru, c'est con, comme si j'allais revenir avec des flingues, tirer sur tout le monde là-dedans, etc. Il me dit « Wow, ça a marché. » Alors, j'ai poussé un peu la voix, j'ai froncé les sourcils. Et puis voilà, voilà le mec, c'était un peu... Mais il était assez marrant, comme mec. On l'avait longtemps soupçonné d'avoir tué Gérard Lebovici. Alors, je ne sais pas si ça parle aux plus jeunes, mais Gérard Lebovici, c'était un grand producteur de cinéma, le fondateur de l'agence Art Média, plus grosse agence d'acteurs de cinéma de l'époque. Il y avait Deneuve, tout le monde, Depardieu, Poiret, et j'en passe. Et il a été abattu mystérieusement, on n'a jamais su, dans un parking à l'Étoile de 4 balles dans la nuque. Au 22 long rive, c'est le calibre utilisé. Et Michel tuait les gens avec du 22 long rive. Donc pendant très longtemps, la police judiciaire parisienne l'a soupçonné. Il l'a suivi pendant des années. Lui, il m'a juré ses grands dieux que c'était pas lui. Ah. Et l'éditeur qui avait sorti, pour en parler, c'est Claude Durand, chez Fayard, qui était un éditeur mythique, qui est décédé aujourd'hui. Je lui avais proposé le bouquin, et ça s'appelait donc Une vie de voyou, ce livre. Et il me dit « Ah, Jérôme, est-ce qu'on a toujours dit que c'est lui qui avait tué Gérard Lebovici ?» Il était au courant de l'histoire, parce que Fayard fait le prix du Quai des Orfèvres, qui est un prix polar, avec des flics du 36. Donc, à l'occasion du dîner de remise de prix, ils avaient discuté, et puis les mecs lui avaient parlé de cette histoire. Donc j'appelle Michel, je lui dis écoutez Claude, je vais l'appeler devant vous, puis on va voir. Donc j'appelle Michel, je lui dis moi je suis avec l'éditeur. Est-ce que c'est toi qui as flingué Gérard Lebovici ? Et il dit pourquoi ? Je me retourne, l'éditeur, il dit, il l'entend. Il dit bah si c'est lui, je mets 20 000 de plus. Il dit c'est pas moi, mais là c'est moi. Enfin bon, donc on avait fait tout un chapitre sur Gérard Lebovici. Ce n'est pas lui qui avait tué Gérard Lebovici, mais en tout cas, il a dit à Durand, on va faire entre deux, tu vas mettre la moitié de l'argent en plus. Et je vais te raconter comment on m'a accusé. Et pourquoi on m'a accusé. Mais c'est vrai. Et effectivement, c'était assez troublant. Mais il m'a juré ses grands dieux jusqu'à la fin de sa vie que c'était pas lui. J'avais été à son mariage aussi. Ah non, j'avais rigolé. Je vais à son mariage en Normandie. Il avait acheté une propriété vers Camembert. Ça ne s'invente pas. En Normandie. Donc j'y vais accompagner. Il fallait venir accompagner, tout ça. J'y vais avec la mère de mes enfants. Alors déjà, on arrive à la mairie. Je me souviens que on voyait tout de suite le seul mec honnête, hein. J'avais une Clio, moi, une petite Clio. Il y avait que des bagnoles, des BM, des Mercedes. Lui, il avait un Hummer, je me souviens, jaune, machin, etc. Donc, bon, il y avait déjà ça, c'était assez drôle. Et puis, tout le monde avait fait des cadeaux. Et moi, les mecs m'avaient dit, tiens, Jérôme, est-ce que tu veux participer ? Donc, j'avais mis un billet. Mais je savais pas ce qu'ils avaient acheté. Enfin, une équipe de gars qui avaient des copains à lui, je connaissais bien, pour des voyous, hein. Et qui m'avaient demandé, voilà, donc j'avais mis un billet. Je dis, bah ok, je participe. Et puis voilà. Et donc... je me souviens très bien, on est dans le salon chez lui, dans cette grande maison en Normandie, puis il y a tous les invités, tout le monde donne ses cadeaux. Il y a un mec qui sort de là, mais c'était à mourir de rire, un mec qui sort un truc, on voyait que c'était un fusil, qui était emballé dans du papier craft avec de la ficelle, mais il avait la forme du fusil. Le mec arrive, il dit tiens Michel, c'est pour toi. Le mec, il n'a même pas ouvert le truc, tout le monde a vu que c'était un fusil, il a foutu ça sous le canapé, hein, le mec repart. Alors il y avait plein de trucs de mauvais goût parce que la femme qu'il avait épousée était une ex-prostituée du bois de Vincennes. Et il y avait toutes ses copines qui étaient là du bois de Vincennes. Donc il y avait une 50aine de filles qui travaillaient au bois. Et alors elles étaient venues avec des cadeaux kitschissimes de déco. Bon voilà. Et puis arrive notre tour et donc le mec s'avance et... avec un énorme carton et tout, avec un paquet cadeau autour. Donc moi je dis, ah bah c'est le mien ça, on va voir ce qu'il y a dedans. Et là, Michel ouvre, il sort un gilet pare-balles, un brassard police, un gyrophare bleu, enfin tout un bordel de faux flics quoi. Faux flics, pour ceux qui savent pas, ça sert à braquer. Ah, vous faites passer pour un policier puis vous braquez les trucs. On appelle ça travailler au faux policier. Et donc le mec ouvre ça, sort ça, moi je regarde un peu ébahi, je me dis bon c'est moi qui ai quand même mis de l'oseille là-dedans, super. Finir tout son prénom, et puis
Michel a ce cri du cœur, mais vraiment il était touché, hein, limite les larmes aux yeux, comme s'il avait touché un beau tableau, je sais pas quoi. Il nous dit, parce que j'étais dans le lot avec les 3 autres gueules d'ange, et il nous dit, oh les gars, ça me fait plaisir, il m'avait tout pris à la dernière perquise. Donc, ça m'a touché aussi, j'étais content de lui faire plaisir pour le cadeau de mariage. Je me souviens à la mairie, personne rigolait. Les mecs, lui, c'était un mec qui rigolait jamais. On est à la mairie, le maire, c'était un petit bled, il faisait des blagues. Voilà, on était peut-être 200, quoi. Donc, que des gueules, pas tenables, vraiment que des gueules. Hein. Là-dedans, à part moi, il y avait vraiment que des tronches un peu dures, des gonzesses hallucinantes, des filles qui travaillent en camion, quoi, au bois de Vincennes et tout. Puis on les repère un peu au look, et donc voilà, le tableau était surréaliste. Et puis le pauvre maire là-dedans qui essayait de faire des blagues, genre c'est un samedi après-midi, il faisait beau, mois de juin, donc le mec c'est un mariage, hein, c'est heureux. Et les blagues qui tombaient, mais à plat, personne rigolait. Et Michel qui disait, on enchaîne monsieur le maire, on enchaîne. Comme ça, avec une gueule. Et le mec, il était crispé à la fin, il était transpirant. Et si, il y avait un avocat qui était avec moi, je me souviens. C'était son avocat qui était présent. Et à la fin, l'avocat, on fait la photo devant la mairie. Une espèce de photo de groupe du mariage. Et l'avocat, il me dit, Jérôme, te mets pas dessus, là, il y a association de malfaiteurs. Et il est mort pendant l'enterrement d'un voyou. Ouais, pendant l'homélie du Curton. Enterré à Corse, à Paris, dans une église. Un mec qui avait été voyou, puis après qui avait tenu des bars, des restaurants et tout, un vieux Corse. Et pendant la cérémonie à l'église, au premier rang, Michel était debout. Et il a fait, alors c'est pas un AVC, mais une espèce d'attaque cérébrale. Et puis il est tombé d'un seul coup par terre, et 2 heures après, il était mort. Et sa femme, qui est une Corse, qui a le record de France de condamnation pour proxénétisme hôtelier, hein. Marie-Lou, on l'appellera, et on fait un livre en ce moment, à lire bientôt. Et alors Marie-Lou, elle m'avait fait rire, parce qu'à l'enterrement d'Ardouin, enterrement de voyous, faut y aller, les enterrements de voyous, c'est toujours un grand moment, avec des vieux voyous, il y en avait même un, je me rappelle, en douche, j'avais pris une photo de ses pompes, parce qu'il avait des pompes bicolores, blanches et noires, comme dans les films, Borsalino et compagnie, hallucinant. Les manteaux, ce qu'on appelait manteaux poil de chameau, c'était beige, machin, enfin les trucs de voyous. Il y en avait une dizaine. Et elle était venue, elle m'avait fait marrer. Elle me dit, Jérôme, elle m'appelle, me dit, Jérôme, j'ai pris un moine bouddhiste et une moniale pour la cérémonie. Je lui dis, mais Marie-Lou, c'est quoi l'histoire? Il n'était pas bouddhiste. Elle me dit, si, il avait monté le club yoga à la centrale de Clairvaux. La centrale de Clairvaux, c'est pour les longues peines, hein, c'est une prison. Et très dur, de haute sécurité et tout. Il avait monté un club yoga là-bas avec un mec qui s'appelait Michel Vaujour, qui s'est évadé de la santé en hélicoptère avec sa femme qui était venue me chercher. Bon, voilà, eux deux, ils animaient le club yoga de la centrale de Clairvaux pendant des années. Et donc, une petite confusion entre bouddhisme, yoga, enfin. Et effectivement, alors, je me souviens, il y avait la veillée du corps à l'hôpital Tenon à Paris, c'est un hôpital dans le 20e, juste à côté du cimetière du Père-Lachaise. Donc on se réunit là-bas dans la chambre mortuaire pour lui rendre un hommage avant de. Et effectivement arrive un moine bouddhiste, on aurait dit Yoda dans Star Wars. Tellement il était petit, bon il n'avait pas les oreilles pointues, mais le même, hein. Yoda avec une moniale à peu près la même, avec des crécelles et tout. Et ils ont commencé à psalmodier en tournant autour du cercueil. Et je revois les 10 voyous. Un peu à l'ancienne, donc inutile de te dire que le yoga, le bouddhisme et tout ça, c'était assez loin d'eux. Et les mecs regardaient le truc en disant, mais qu'est-ce que c'est que ces olibrius et tout. Enfin, c'était assez drôle comme scène, voilà, assez surréaliste. Voilà comment a fini Michel Ardouin. Ce qui m'intéressait, c'est comment un fils de famille se retrouvait à tirer sur des gens à la sortie d'une boîte de nuit. Enfin, alors qu'il faisait du piano classique quand il avait 11 ans. Il n'y avait pas de raison, Michel. Quand je parlais de sociologie ou d'anthropologie, au-delà du comment j'ai braqué la BNP de Saint-Mandé, dont tout le monde se fout, c'est pourquoi je l'ai braqué, comment à l'époque, etc. Ça s'inscrivait dans quoi, voilà. Parce que, comme avait dit le professeur Alexandre Lacassagne, père de la criminologie moderne, à la fin du 19e siècle, il a dit « La société a les criminels qu'elle mérite ». Voilà, et c'est sans doute le meilleur adage. Donc, en observant ou la société ou ses criminels, vous arrivez à avoir un petit pan de vérité.